comment certains jeux vidéo d'action-aventure recréent une forme d'expérience de voyage à la fois inédite mais qui s'inscrit aussi dans la continuité des explorations des siècles passés. On verra de quelle façon ces jeux reproduisent un certain nombre de distorsions et de déformations et qu'est-ce que les standards récents de ces jeux vidéo disent de notre rapport au temps et du regard hégémonique posé sur le monde. Pour commencer, il faut savoir que l'histoire du jeu vidéo est avant tout une succession de progrès techniques et artistiques qui ont longtemps conditionné la structure narrative des jeux. Les premiers jeux d'aventure, par exemple, étaient uniquement textuels puisqu'on ne pouvait encore intégrer d'images. En 1980, Roberta Williams persuade son mari informaticien de fournir les designs nécessaires au tout premier jeu d'aventure graphique qu'elle a écrit et conçu, c'est Mystery House. Cet enchaînement d'énigmes associés à des représentations géométriques simples est une révolution. Par la suite, les dimensions de l'espace de jeu restaient contraintes. On pouvait soit se déplacer au sein d'un labyrinthe, soit dans un système de couloirs et de tunnels qui encadrait la marge de mobilité des joueurs. Qu'on soit dans Super Mario Bros. Ou dans Metroid, les parcours puzzle et affrontements restaient dans un espace à 2 dimensions. En 1986, avec The Legend of Zelda, le studio japonais Nintendo donne ses lettres de noblesse aux jeux vidéo d'action-aventure et va l'améliorer au fil des versions, jusqu'au mastodonte Ocarina of Time, le premier monde ouvert, en 3 dimensions, en 1998. Alors évidemment, la franchise Zelda obéit au code de la fantasy. La magie fait donc partie intégrante de la quête épique. Néanmoins, avec Zelda, Nintendo va non seulement imposer un usage intensif de la 3D, dans la mécanique même de jeu, mais le studio va également consacrer les critères modernes de ce que l'on appelle un monde ouvert, open world en anglais, et qu'on retrouve dans bien d'autres sphères que la fantasy. Les mondes ouverts sont des jeux qui proposent une itinérance libre dans un espace à 3 dimensions, dont la cartographie est imposante, avec un accès à des paysages extérieurs dont les proportions sont respectées, et surtout où l'on a la possibilité de se déplacer à pied et en temps réel, comme ici dans Horizon Forbidden West ou ici dans Elden Ring. La franchise Zelda a donc ouvert la voie à un nouveau type d'expérience vidéoludique où le conflit armé n'est plus le centre de gravité, puisque l'accent est mis au contraire sur le voyage au sein d'une contrée imaginaire. Dans la continuité, au début des années 2000, les franchises Grand Theft Auto puis Assassin's Creed entérinent une nouvelle mécanique de jeu. À l'exploration d'un monde immense, d'apparence quasi illimitée, s'ajoute la restitution officiellement fidèle d'une réalité géographique et culturelle. Aujourd'hui, 3 grands types de jeux se réclament de cet héritage. En premier lieu, ceux qui se déroulent dans des mondes ouverts qui sont des versions fictionnalisées d'emplacements réels. Comme toute la franchise GTA, dont le 5e opus se passe par exemple à Los Santos, une réplique de Los Angeles. Autre exemple, Far Cry 2 reproduisait un pays indéterminé d'Afrique de l'Est. Le deuxième, Watch Dogs, se plaçait lui dans une reproduction de San Francisco. Quant à Yakuza 0, le préquel de la franchise Yakuza, il met en scène une copie des quartiers Kabukicho de Tokyo et Downton-bori d'Osaka. Le deuxième type de jeu, ce sont ceux emmenés par le géant breton Ubisoft, qui s'en est fait une marque de fabrique, qui cherche à reproduire à l'identique le plus fidèlement possible des lieux, des événements et des cultures du passé. Parmi leurs titres marquants, le Assassin's Creed Black Flag se déroule aux Antilles au XVIIIe siècle, le Odyssey met en scène la guerre du Péloponnèse, et le dernier Valhalla raconte l'expansion des Vikings dans les îles britanniques dans les années 870. D'autres studios qu'Ubisoft s'y sont essayés à leur tour, recrutant eux aussi forces historiens, géographes et universitaires. Warhorse Studio et Deep Silver se sont associés par exemple pour produire Kingdom Come Deliverance, situé dans la Bohême moyenâgeuse de 1403. Elle est Noire du studio Rockstar Games se situe dans le Los Angeles de 1947. Les Red Dead Redemption, dans le Far West américain déclinant, entre 1899 et 1911 précisément. Quant à Ghost of Tsushima de Sony, il se déroule lors de la première invasion mongole dans le Japon médiéval. Enfin, la troisième catégorie regroupe des jeux qui ne sont pas des mondes ouverts puisqu'ils ne permettent pas aux joueurs de sortir d'un sentier battu et d'une trame narrative fixe, mais ce sont des jeux historiques situés eux aussi à des périodes et des lieux bien précis. Par exemple, A Plague Tale Innocence se déroule dans l'Aquitaine du XIVe siècle, en France, pendant les périodes concomitantes de la guerre de Cent Ans, l'Inquisition française et l'épidémie de peste noire. Bien que parfois très différents les uns des autres, ces jeux sont pourtant basés sur une structure triangulaire immuable. Les espaces, intérieurs comme extérieurs, dans lesquels évoluent les joueurs,
les personnages, ceux qu'ils incarnent et ceux qu'ils rencontrent, et surtout, et c'est très important, les objets qu'ils utilisent, collectent ou créent. Alors, pour commencer les espaces, ils obéissent à plusieurs principes. 1. On ne connaît pas la nature d'un territoire que l'on n'a pas encore exploré. C'est ce que l'on appelle le fog of war, c'est une expression d'origine militaire qui traduit l'incertitude vécue sur le terrain par les participants à des opérations armées. Donc par exemple dans Ghost of Tsushima, au tout début la carte ressemble à ça, elle est vide pour ainsi dire, et au fur et à mesure que l'on progresse dans le jeu, elle va se colorer et se remplir d'informations, pour finalement révéler toute son étendue. L'exploration consiste donc à repousser les frontières du visible, les personnages principaux gagnant en force et en attributs chaque fois qu'ils débloquent un nouveau terrain. C'est le deuxième grand principe qui rappelle évidemment l'importance mythique de la frontière américaine, théorisée par Turner en 1893. Ensuite, tout ce que l'on va vivre et découvrir est consigné sur une carte. Quelle que soit la période où se situe le jeu, la carte est le tout premier document dont on dispose en général, et l'alpha et l'oméga de toutes les missions et déplacements. Enfin, dernier principe des espaces, le gameplay, c'est-à-dire à la fois les défis proposés aux joueurs et les actions disponibles pour les relever. Le gameplay, donc, conditionne le regard que les joueurs portent sur l'espace autour. Alors, je vous donne un exemple. Selon les jeux, les joueurs interagissent de façon différente avec leur environnement, et notamment avec le relief, lequel peut être sauvage, comme ici dans Metal Gear Solid, ou façonné par les humains, comme dans les Assassin's Creed. Mais que l'on fasse du parcours sur les toits du vieux Paris pour échapper à un poursuivant pendant la Révolution française, ou qu'il faille garder la pyramide en point d'horizon pour se repérer, l'environnement n'en fournit pas moins quantité d'informations quant à l'architecture, les matériaux utilisés, la structure des cités, etc. Dans Ghost of Tsushima, c'est le vent qui nous dit dans quelle direction aller. On peut aussi suivre des oiseaux, un renard. Dans les Red Dead, les joueurs étudient malgré eux la flore locale, puisqu'ils peuvent collecter des plantes qui peuvent être ensuite utilisées pour se soigner ou être vendues à profit. Dans Death Stranding, tout le défi consiste à ne pas mettre en péril son chargement, et encore moins le bébé dont on a la responsabilité, et ce sont ces deux contraintes à respecter qui vont déterminer le trajet finalement adopté. Tout comme autrefois lorsqu'il s'agissait de ne pas renverser le convoi de caravane par exemple. Alors concernant les personnages, il y en a deux sortes. Évidemment les héros et héroïnes, donc les personnages incarnés par les joueurs-joueuses, et de l'autre côté les PNJ, donc les personnages non-joueurs. Ces personnages non-joueurs sont soit des stock caractères, donc des personnages que l'on identifie extrêmement rapidement, comme un barman, une villageoise, un samouraï, soit des figures historiques réelles, comme la pirate Mary Read, Léonard de Vinci, ou encore le chef des armées Sir Kobila dans Kingdom Come Deliverance. Et ces personnages non jouables apparaissent soit dans le cœur du jeu, auquel cas on choisit ou non de leur adresser la parole, soit dans ce qu'on appelle les cutscenes, donc les scènes cinématiques qui interrompent les parties jouées et servent en général à faire progresser l'histoire, et que l'on reconnaît à la présence de barres noires en haut et en bas pour rappeler le format pellicule du cinéma. Dans tous les cas, l'expérience de voyage vidéoludique dépend de qui l'on incarne et qui l'on rencontre. D'autant que, et il est capital de le préciser, car ce n'est pas le cas de tous les jeux d'action-aventure, mais dans les mondes ouverts, le choix du parcours, des missions et des activités est laissé au libre arbitre du joueur. Je vous en parlais tout à l'heure, dans Red Dead 2, on peut cueillir des fleurs médicinales ou exotiques pour les revendre au marché, comme on peut préférer jouer au poker au saloon, ou même braquer des banques. Dans Ghost of Tsushima, on peut composer des haïkus, concevoir des sanctuaires animaliers, ou participer à des concours de tir à l'arc. Donc l'expérience même de voyage vidéoludique peut être très différente d'un joueur à l'autre. Elle est conditionnée à la fois par le gameplay du jeu et par les désirs des joueurs. Le philosophe et linguiste James Paul G dit ainsi que les gamers contraignent autant le personnage que ce dernier les contraint. Concernant les objets enfin, il y a ceux qu'on utilise, comme les équipements, ceux qu'on collecte, comme les artefacts, et ceux qu'on construit, comme les habitations. Évidemment, certains appartiennent à plusieurs catégories. Une arme, typiquement, peut tout aussi bien être utilisée, comme la fronde de Plague Tale Innocence, que récupérée sur un ennemi, dans Valhalla, échafaudée de toutes pièces, comme le trébuchet de Kingdom Come, ou même réparée manuellement. Chaque objet contient en lui sa fonction, mais aussi son origine, artisanale ou non, et bien sûr, son histoire. Donc finalement, ce triptyque, espace, personne, objet, 1. Encourage les joueurs à explorer un territoire inconnu dont ils ne connaissent pas encore la nature. 2. Provoque des interactions plus ou moins scriptées avec des populations locales virtuelles. Et 3. Induit la manipulation d'objets ancrés dans une culture spécifique.
et il permet aux joueurs d'apprendre et de comprendre au fur et à mesure les us et coutumes associés aux lieux et aux périodes représentées. Et c'est en cela qu'il simule en partie les découvertes d'autrefois. Alors, évidemment, certains argueront, et ils n'auront pas tort, qu'une expérience virtuelle ne saurait être de même qualité qu'une expérience réelle, ce qui amoindrirait la connaissance qui découlerait éventuellement des jeux vidéo. Mais ne serait-ce pas là un des nombreux pouvoirs de l'enchantement dont les travaux d'Anne Besson nous donnent tant d'illustrations? Une énième manifestation de ce qu'elle appelle la porosité toujours plus grande entre l'espace public et son pendant imaginaire. Citant le sorcier Dumbledore dans Harry Potter, Besson se demande d'ailleurs « Bien sûr que c'est dans la tête, mais pourquoi donc faudrait-il en conclure que ce n'est pas réel ?» Il y a 20 ans déjà, Mark Prensky, qui est spécialiste de l'apprentissage et à l'origine du concept de Digital Native, prédisait que l'on finirait par adapter le matériel éducationnel au langage numérique. Depuis, l'histoire lui a donné raison puisque la version éducative du jeu de construction libre en monde ouvert Minecraft est utilisée par plus de 115 pays dans le cadre de cursus scolaires et accessoirement aussi par ONU Habitat. Quant à l'Institut de recherche MIT, sa direction plaide pour l'utilisation de jeux vidéo comme outil de la recherche historique. Après avoir lancé un cours d'histoire incorporant des jeux de stratégie, elle projette à terme d'utiliser des simulations informatiques afin de permettre aux étudiants, je cite, d'étudier le passé d'une manière qui n'a jamais été possible. En revanche, s'il est bien un point sur lequel on concédera une amélioration plus que souhaitable, c'est que le savoir qui résulte des expériences de voyage vidéoludiques, quel qu'il soit, n'est pas sans biais. Pour commencer, le but premier des équipes de production est évidemment de divertir les joueurs, pas de leur faire un cours magistral d'ethnologie. Il leur faut donc trouver un point d'équilibre entre être convaincant et être authentique. En cela, selon les professeurs Peter Hulme et Tim Youngs, elles se retrouvent confrontées au même défi rhétorique que les tout premiers écrivains de voyage, déchirer entre donner du plaisir et fournir des conseils pratiques. Donc, si elles s'appuient souvent sur des recherches valides, les missions qui vont être données aux joueurs sont à but principalement ludique et non pédagogique. Deuxièmement, il convient de prendre en compte les spécificités même de l'industrie du jeu vidéo. Déjà, les femmes ont été historiquement tenues à l'écart du développement de la technologie vidéoludique, alors que les joueuses représentent désormais près de la moitié des gamers réguliers, aux États-Unis comme en France, le jeu vidéo continue de souffrir d'une ségrégation considérable, d'un point de vue de la main-d'œuvre déjà, encore largement masculine, puisqu'en 2020, les femmes occupaient seulement 16% des postes exécutifs de l'industrie, et puis dans le contenu même des jeux aussi, où sévissent en termes de design comme de narration une objectification et une sexualisation plus ou moins sévère des rares héroïnes féminines. En outre, même si de nouveaux pays apparaissent peu à peu sur la carte des territoires producteurs, les titres les plus influents continuent de venir des États-Unis, de l'Europe de l'Ouest et du Japon. Un axe éminemment occidental et surtout septentrional, par opposition aux productions africaines, iraniennes, coréennes, arabes, qui elles restent largement invisibilisées. De ce double déséquilibre, il résulte que l'authenticité dont se réclament ces jeux est souvent tronquée. Le réalisme historique de Kingdom Come Deliverance a été la stratégie marketing première du studio Warhorse. Mais comme l'écrit Mehdi Derfoufi, la représentation de la bohème comme exclusivement peuplée de blancs et la disproportion entre personnages masculins et féminins au profit des premiers n'ont aucun fondement historique. De même, dans Red Dead Redemption 2, le fatalisme pacifiste du vieux chef indien pluie battante et la mort de son fils alors que celui-ci aide le héros cow-boy, ces deux arcs narratifs présentent la colonisation comme inscrite sur une ligne de progrès et marquent à la fois la fin de l'histoire amérindienne aux États-Unis et la transmission symbolique à l'homme blanc qui se retrouve chargé de la responsabilité de poursuivre l'histoire. À propos d'Assassin's Creed 3, Adrienne Shaw montre comment, alors même que le studio Ubisoft prend soin de développer une politique de représentation ethnique diversifiée, les possibilités ludiques et narratives du jeu limitent sa capacité à critiquer les puissances coloniales pendant la Révolution américaine. Ne serait-ce que par le fait que le héros Connor, issu d'une union mixte entre une mère Mohawk et un père britannique, est en fait une coquille vide, un avatar habité par Desmond, un homme blanc américain placé dans une machine nommée l'Animus qui lui permet de réintégrer le corps d'un de ses ancêtres, et de continuer à parler anglais, quel que soit le pays ou la culture de cet ancêtre d'ailleurs. L'un des cas les plus flagrants d'expérience de voyage contestable est probablement GTA, qui offrait à la fois à son lancement les simulations digitales géographiques les plus convaincantes, et en même temps un gameplay cynique et immoral où enfreindre la loi et adopter un comportement violent et sexiste rapportait carrément des points. Par exemple, dans GTA V, après avoir payé une prostituée pour du sexe, les joueurs pouvaient la tuer et récupérer leur argent. Et si la franchise compte depuis toujours un nombre certain de personnages de couleur, ils servent avant tout à renforcer les stéréotypes raciaux.
De manière générale, force est de constater une imbrication du discours vidéoludique avec ceux du capitalisme et du colonialisme. Dans la lignée des travaux de Shoshana Magnette, Michael Longan et Sybille Lamès, Mehdi Derfoufi rappelle que les dynamiques de gameplay, au fondement de la plupart des jeux vidéo, cartographie, pacification, maîtrise d'un territoire d'une part, et exploitation, commercialisation des ressources d'autre part, sont coloniales capitalistes par essence. Typiquement, le rapport à l'objet dans les jeux que je citais tout à l'heure se situe dans cette même tendance où l'appropriation culturelle est de mise. On cherche, on trouve, on prend, pour agrandir une collection, un inventaire. Et chaque terre inconnue devient synonyme de trésor dont on peut s'emparer et qui viennent récompenser le conquérant après des affrontements présentés comme inévitables. D'espace à explorer, on glisse immanquablement vers des terres à soumettre. Ce qui est intéressant, c'est que cette dynamique capitaliste postcoloniale est aussi au cœur des débats qui agitent le récit de voyage contemporain. Selon Carl Thompson, le récit de voyage moderne semble répondre à une époque où de nombreuses cultures et sociétés sont moins homogènes qu'elles ne l'étaient autrefois. Les distinctions entre eux et nous, étrangers et domiciles, semblent moins nettes qu'avant. Les récits de voyage semblent alors rétablir un sens aigu des différences qui existent entre les cultures, les régions et les ethnies. Ils délivrent, je cite, un message consolant d'autosatisfaction aux Occidentaux privilégiés de la classe moyenne qui sont leur principal lectorat. De même, d'après Debbie Lyle, s'il est vrai que le récit de voyage contemporain structure une tension entre deux visions, l'une coloniale et l'autre cosmopolite, d'un autre côté, écrit-elle, les écrivains voyageurs apaisent les inquiétudes créées par la mondialisation en rappelant les assurances et la confiance en soi des anciens empires. Donc, jeux vidéo et récits de voyage partagent, au moins en partie, des remises en cause similaires. Ce qui transparaît finalement dans les jeux vidéo de voyage, entre guillemets, c'est le culte de la trace humaine et du patrimoine, la valorisation d'un passé dont on ne peut ou ne veut se détacher complètement, nous dirait François Hartog, qu'il s'agisse de le célébrer, d'en tirer du prestige ou simplement de pouvoir le visiter. De là se devine une sorte de crise, un certain mode de rapport au monde et au temps. Quel meilleur moyen, en effet, pour conjurer l'angoisse que quelque chose a disparu ou est en passe de disparaître que d'immortaliser ce patrimoine, le recréer virtuellement, le stocker numériquement et le mettre à disposition de ceux et celles qui voudront bien payer pour y faire un tour. Mais ce voyage dans le passé n'est qu'une échappée du présent, lui-même sans avenir. Il est révélateur que les jeux open world soient essentiellement historiques, fantasy ou mythiques, type super-héros. Et s'ils sont futuristes, attention, dans ce cas-là, ils sont apocalyptiques. Auquel cas, d'après Jean-Paul Angélibert, il parle en fait du présent, de notre monde qui court à sa perte, de l'Anthropocène finalement, cette période géologique actuelle où les activités humaines détruisent les écosystèmes de la planète. Bien plus que passéistes, ces jeux seraient avant tout présentistes. Ils offriraient une forme de voyage dans le temps touristique. Quel que soit le lieu et l'époque, ils donneraient à voir le monde entier à portée de la main en un clin d'œil et en quadrichromie, pour citer de nouveau Hartog. D'un autre côté, il convient de souligner un aspect revendicatif inconscient de certains titres, puisque le rythme de déplacement des joueurs, qui n'ont parfois d'autre choix que d'être à pied, à cheval ou en bateau à voile dans le jeu, cette allure ralentie en harmonie avec un élément naturel, entre en contradiction directe avec la course effrénée de notre époque où trottinettes électriques et engins de déplacement personnel motorisés ont envahi notre quotidien, où tout est fait pour rogner inexorablement sur ce que l'on considère être une perte de temps. Peut-on y voir là des rêveries de promeneurs solitaires modernes? Une façon d'être dans le monde tout en étant en dehors, avec, comme l'écrit Rebecca Solnit, le détachement du voyageur plutôt que les liens du travailleur. Bien avant elle, en 1862, le poète et philosophe Henry David Thoreau se demandait « Quand nous nous promenons, nous allons naturellement vers les champs et les bois. Que deviendrait-on si nous nous promenions uniquement sur des voies, dans des jardins ?» Quand on peut se promener tout court d'ailleurs, faudrait-il préciser aujourd'hui. À la faveur des divers confinements de ces 2 dernières années, les ventes de jeux vidéo déjà colossales ont explosé. Le marché est déjà supérieur à ceux du cinéma et de la musique réunis, et l'on projette pour l'année 2027 un marché global de 340 millions de dollars. De façon évidente, pendant les confinements, les jeux vidéo ont offert un divertissement facile à ceux et celles qui ont été brusquement cloîtrés dans un intérieur plus ou moins spacieux, plus ou moins confortable. Mais aurait-il été par ailleurs une forme de résistance passive à une vie nue, une vie qui ne mérite plus d'être vécue, pour reprendre le concept de Giorgio Agamben? L'évasion interactive vidéoludique aurait-elle permis d'élever le simple fait de vivre à une vie qualifiée que l'on peut investir individuellement et où le trésor le plus précieux finalement pour le joueur est la sensation même de liberté? En conclusion,
Imbriqués ensemble, l'articulation espace-personne-objet permet aux joueurs de vivre des expériences inédites au cours desquelles, malgré eux, ils acquièrent un certain nombre de connaissances, qu'il s'agisse des traditions ancestrales des clans vikings, du code d'honneur des samouraïs, des guerres médiévales de l'actuelle République tchèque, des méthodes d'investigation criminelle antérieures à la police scientifique, ou du répertoire folklorique des chants de marins. Aujourd'hui, il est même possible d'apprendre à piloter un avion et survoler la Terre dans des conditions réelles de météo et de trafic aérien avec le simulateur de vol ultra réaliste Flight Simulator qui utilise notamment les images satellites et une intelligence artificielle dédiée au téléchargement de données en direct. Avec la généralisation des casques de réalité virtuelle qui permettront non seulement une immersion totale dans le cœur de l'action, mais aussi un ressenti sensoriel complet, incluant le toucher, l'ouïe et même l'odorat, l'expérience de voyage vidéoludique n'en sera que plus enrichissante encore. Mais aussi instructive et féconde soit-elle, elle se superpose encore bien souvent avec une idéalisation de la conquête où le point de vue des victimes n'est jamais convoqué. Elle reste de plus une échappée du temps présent, propice à la réitération de poncifs et autres clichés. Aussi, pour une utilisation véritablement pédagogique, il faudrait une implication des pouvoirs publics et une infusion majeure de savoir universitaire qui permettrait aux joueurs et aux joueuses de s'affranchir réellement d'un regard dominant. Je vous remercie de votre attention.